On aurait pu parler d'un drame absolu, c'est un miracle. Si le policier qui a été percuté cette nuit du côté de Marseille est encore en vie. Et justement, Tanguy Hamon du service police-justice de CNews est avec nous. Un officier de la police nationale a été violemment percuté par un fuyard dans la nuit de lundi à mardi après un refus d'obtempérer dans une cité de Marseille. Pour les téléspectateurs de CNews, vous voyez cette carcasse de voiture et vous comprenez la violence de l'impact. Il faut dire qu'il ne reste quasiment rien de cette voiture pour les auditeurs d'Europe 1. Que s'est-il passé, Tanguy Hamon? Et je veux vraiment qu'on garde ces images-là pour les téléspectateurs, pour comprendre aussi la violence à laquelle sont confrontées les forces de l'ordre et pour ne pas oublier la difficulté avec laquelle ils doivent travailler et opérer. Que s'est-il passé, Tanguy Hamon, cette nuit? Eh bien, un policier très grièvement blessé, vous l'avez dit, Elliot, très grièvement blessé à proximité d'une cité dans le secteur sud de Marseille. On a d'ailleurs eu peur pour la vie de ce policier pendant un moment. Triple fracture du fémur, fracture du péroné, plaie saignante au niveau du visage. Il a été amené en réanimation avec pronostic vital engagé. Fort heureusement, ses jours ne sont plus en danger. Il a été percuté par une voiture qui roulait sans aucune plaque d'immatriculation. C'est d'ailleurs comme cela que des policiers de la BAC ont d'abord suivi tranquillement cette voiture. Puis, quand le chauffard les a repérés, il a accéléré, il a pris la fuite. Le policier a été blessé en essayant de stopper le véhicule en jetant ce qu'on appelle un stick sous les roues. Un stick, ça sert normalement à crever les roues du véhicule pour qu'il puisse s'arrêter. Le conducteur a vu ce stick, il a maintenu son allure, il a volontairement mis un coup de volant, il a percuté volontairement le policier. Le policier a été projeté dans les airs sur une vingtaine de mètres. Il a percuté des branches d'arbres, il a fini sa course dans un grillage. Il a donc, je vous l'ai dit, d'abord été évacué à l'hôpital avec pronostic vital engagé. Le chauffard et les passagers ont tous été interpellés. Plusieurs sont déjà connus des services de police. Je vais vous détailler leur profil, si on peut mettre les cartons à l'image. Le conducteur s'appelle Mehdi L, il a 18 ans, il a été pris en défaut de permis de conduire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas conduire son véhicule lors de son refus d'obtempérer. Concernant les passagers, l'un d'eux est Ryan M, 16 ans. Il était sous contrôle judiciaire, déjà connu donc des services de police et de la justice. Il avait l'interdiction de quitter le territoire de la Côte d'Or. Il n'avait pas à être présent à Marseille. Les deux autres passagers sont Wassim P, âgé de 13 ans seulement, et Kylian D, âgé de 16 ans. En fait, ça change complètement notre programme d'émission. Parce que dans ce que vous venez de décrire, il y a tous les maux de notre société. On a un délinquant criminel qui n'avait rien à faire au volant de cette voiture. On avait des passagers qui n'avaient rien à faire sur le département. Stanislas Godon, est-ce que vous avez des nouvelles d'ailleurs de votre frère d'armes ? Alors écoutez, il va être opéré dans la matinée. Son pronostic vital, vous l'avez dit, qui avait été engagé dans la nuit, maintenant, je dirais que ses jours ne sont plus en danger. Donc ça, c'est bien heureux. On pense évidemment à tous les collègues et puis évidemment à sa famille en premier lieu. Et si vous me permettez, j'aimerais que, si la rédaction peut changer, ce n'est pas un refus d'obtempérer, c'est une tentative d'homicide sur un policier. Vous avez tellement raison, c'est pour ça que je parle de criminel. Mais voilà, et je crois que ça fait des années, des mois qu'on parle des refus d'obtempérer aggravés, il y en a 17 par jour à l'encontre des policiers, on a 17 collègues par jour qui sont blessés dans le cadre de leur fonction. Aujourd'hui, le contrôle routier maintenant se termine en tentative d'homicide. Je crois qu'il va falloir vraiment qu'on mette un coup d'arrêt à cette attaque, ces atteintes à nos collègues sur le terrain. Vous savez, j'espère que la qualification va tenir. J'espère que la justice ne va pas trembler, que le parquet va requérir notamment la qualification de tentative d'homicide sur PDAP et que ce conducteur ira aux assises. Ce sera déjà peut-être le premier message. Et après, il faut qu'il soit systématique. Vous savez, ça fait des années que nous, on dit qu'il y a un problème dans le tandem police-justice. Ça fait des années qu'on voit bien que, je vais vous citer un chiffre, les refus d'obtempérer, le quantum moyen des peines encourues, prononcées à l'heure d'aujourd'hui, c'est 7 mois. Voilà, au lieu de 2 ans encourus. Et on parle de refus d'obtempérer, on ne parle pas de tentative d'homicide. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à partir du moment où on commence à minimiser par les mots et par les décisions de justice, et forcément, au bout du bout, qui c'est qui en paye le prix ? Ce sont soit les policiers, soit les citoyens. Vous avez parlé de PDAP, ces personnes dépositaires de l'autorité publique. Ne vous excusez pas, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews. Je pense ce matin à Harmonie Comines, la femme du gendarme Comines,
qui a été tué dans des conditions peu ou prou similaires. Un individu qui n'avait rien à faire sur notre sol et de surcroît au volant d'une voiture, qui a percuté le gendarme Comines, qui en est mort. Ce matin, c'est un miracle si la vie de ce policier n'est plus en danger. Mais vous avez eu raison, Tanguy Hamon, de rappeler que c'est très grièvement blessé, puisque ce policier, ça va mettre énormément de temps avant qu'il puisse revenir sur le terrain. On espère, on prie pour qu'il puisse reprendre son activité sur le terrain. On est face à des criminels qui n'ont ni peur de la sanction, ni peur des forces de l'ordre. Ce matin, j'aurais pu commencer cette émission en vous annonçant la mort d'un policier. Quand est-ce que cette folie va s'arrêter, Stanislas Godon ? Et juste, permettez-moi, quand j'entends aujourd'hui certains débats où on nous traite de cow-boys qui tirent dans tous les sens, notamment sur les refus d'obtempérer, je crois qu'on est vraiment à côté de la plaque quand on a ce genre de propos, y compris d'ailleurs dans l'hémicycle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut protéger ceux qui nous protègent et il faut laisser aux policiers à la fois l'esprit d'initiative et que de l'autre côté, la justice, elle fasse son travail pour que demain, il n'y ait plus ce genre de fait. Parce que c'est en augmentation, ça n'arrête pas d'augmenter. C'est une courbe folle et ce sont les policiers qui en payent le prix fort. On va voir la réaction de votre syndicat Alliance sur les réseaux sociaux. Je m'étonne que ce matin, toutes les chaînes d'information ne soient pas en ouverture sur ce sujet qui est ô combien important. Ils ont foncé sur un policier. Notre collègue est grièvement blessé pendant que certains multiplient d'accepts slogans comme « permis de tuer ». Nos collègues risquent leur vie. L'impunité XXL a des conséquences bien réelles. Soutien à notre collègue et à tous les policiers engagés. Et vous avez tellement raison de rappeler ça, ce soutien qui est partagé par la population française, qui n'est pas partagé au sein de l'Assemblée nationale, mais on a bien compris que nous avions des députés qui faisaient fi de la volonté populaire, qui se foutaient de la volonté des Français sur la protection des forces de l'ordre. On parlera aussi de la protection des enfants et notamment la perpétuité pour les violeurs en série sur les mineurs de moins de 15 ans. Vous avez 92% de la population qui est favorable et vous avez des députés qui votent contre. Et ils n'ont même pas le courage de venir sur un plateau de télévision pour expliquer pourquoi ils votent contre. François de Rugy, on parle d'un policier qui a failli mourir cette nuit sur une cité marseillaise. Et cette situation ne fait que se répéter. Et à l'Assemblée nationale, vous avez des députés qui parlent de permis de tuer pour essayer de protéger nos policiers qui nous protègent sur la présomption de légitime défense. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, François de Rugy. Alors, heureusement, ces députés sont minoritaires, puisqu'il y a eu un vote... Très bruyant, hein. Très bruyant, comme d'habitude, puisque c'est le bruit et la fureur, comme disait Jean-Luc Mélenchon. Donc les députés LFI, mais d'autres députés de gauche joignent leur voix à ces députés très virulents contre la police, en fait. On sait que certains ont même arboré des t-shirts ou se sont fait photographier avec des gens qui portaient des t-shirts, la police tue, ce genre de généralisation absolument scandaleuse. Mais heureusement, il y a quand même des textes de loi qui avancent, qui sont adoptés. Je ne sais plus si c'était hier ou si c'est aujourd'hui, un texte de loi qui est intitulé « Riposte ». Bon, on voit bien pourquoi il est intitulé comme cela, qui justement a été taxé d'instituer un permis de tuer par les députés de gauche. Eh bien, ce texte, il a été adopté. Mais il y a une majorité à l'Assemblée nationale assez large pour adopter ces mesures-là, heureusement. Comment vous, l'ancien président, justement, de cette Assemblée nationale, ancien ministre également, vous voyez ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. La présomption de légitime de défense qui a été débattue à l'Assemblée, que les échanges soient tendus, c'est l'histoire de notre Parlement qui est comme ça. Et c'est plutôt sain. Mais là, on bascule dans autre chose. On a un huissier qui a failli tomber de l'étage parce que vous aviez des militants, dont Assa Traoré, qui sont venus perturber la séance à l'Assemblée nationale. On a basculé dans autre chose où la rue s'est installée quasiment à l'Assemblée nationale. C'est une autre société, c'est un autre monde. Oui, puis il faut être lucide. On a face à nous des forces politiques comme la France Insoumise qui ont décidé d'utiliser les institutions pour les détruire de l'intérieur. Il ne faut pas se mentir. Et moi, je l'ai vu dès qu'ils sont arrivés à l'Assemblée en 2017. Alors, à l'époque, il n'y avait que 17 députés LFI. Donc, ça limitait les dégâts. Mais ils faisaient déjà beaucoup de bruit. Et ils essayaient par tous les moyens de subvertir, en quelque sorte, l'Assemblée nationale, qui est normalement le cœur battant de la démocratie, qui est la base des institutions républicaines, c'est le Parlement. Et eux, comme ils veulent semer le chaos, eh bien, ils essayent de le semer aussi à l'Assemblée nationale. Stanislas Godon. Juste rappeler quand même les propos qui ont été tenus dans l'hémicycle par l'aile gauche.
demain, avec cette loi, les policiers vont tuer des Noirs et des Arabes. Voilà ce qui a été dit dans l'hémicycle. Ça, c'est absolument inexcusable et inqualifiable, pour reprendre les mots d'Emmanuel. Certains propos. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a une conférence de presse qui a été organisée par la France Insoumise, notamment appuyée par un secrétaire national du syndicat de la magistrature, qui a d'ailleurs, en toute impartialité, indépendance, on n'arrête pas d'en parler tous les jours, et qui en fait appuie sur notamment ce texte de loi de la présomption de légitime défense, en expliquant que c'était le permis de tuer XXL. Mais le permis de tuer XXL, il est là aujourd'hui. Il est avec une voiture quand on fonce notamment sur des policiers. Et volontairement. Et c'est pour ça que vous avez eu raison de me dire, arrêtez de parler de refus d'obtempérer. On n'est pas face à un refus d'obtempérer, on est face à quelqu'un qui volontairement a fait bouger sa voiture pour percuter un policier, pour tenter de le tuer. C'est comme ça que ça s'est passé. Du moins, l'enquête est en cours et déterminera tout cela. Ce qui frappe également, c'est l'âge extrêmement jeune des auteurs de ce refus d'obtempérer, qui est, vous l'avez raison, une tentative d'homicide déguisé. Je veux bien que certains, à l'extrême gauche, à l'Assemblée nationale, nous expliquent qu'il ne faut pas stigmatiser la jeunesse, mais force est de constater qu'il y a bel et bien un ensauvagement, non pas de toute la jeunesse, mais d'une partie de la jeune génération française. 2 fois plus de mise en cause par les forces de l'ordre que dans les années 90. Comment en est-on arrivé là ? Je pense qu'il y a 3 facteurs essentiellement. C'est la déconstruction des interdits éducatifs partout, c'est le laxisme de la justice, vous avez raison de le souligner, et c'est la dislocation du tissu familial. Et tant qu'on n'agit pas là-dessus, tant qu'on ne prend pas le mal à la racine, on sera condamné à commenter toujours plus de drames de ce genre sur ce plateau. Gabrielle Cluzel. Oui, non, je voulais avoir une pensée pour, je crois que c'était Mélanie Lémé, qui a été tuée il y a 6 ans dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Et je crois que récemment, enfin je crois pas, je suis même sûre, il y a quelques semaines, dans le procès en appel, la justice a allégé la peine du chauffard qui l'a tué. Et deuxième point, vous avez évoqué cet incident dans les tribunes, ce scandale finalement fait par Assa Traoré et ses militants, pour, rappelons-le, une affaire qui a été jugée et c'est terminé, il y a eu un non-lieu, mais c'est pas grave, on continue d'accuser les gendarmes. Moi, j'aimerais savoir, il faut suivre les affaires. J'aimerais qu'on tire le fil. Quels députés ont fait entrer Assa Traoré ? Elle n'a pas pu rentrer toute seule, l'Assemblée. Il faut des députés pour vous faire venir. Est-ce qu'elle sera poursuivie ? Il y a un individu qui avait, dans les tribunes, avait crié « J'en ai marre de vous » et jeté des feuilles, c'est à peu près du même ordre. Il a été poursuivi et condamné. Donc j'aimerais savoir si il en sera de même pour Assa Traoré et pour les députés qui l'ont fait. Et c'est notre rôle aussi de suivre ce dossier, Exactement. de mettre en lumière soit le processus judiciaire qui est en cours et qui s'accélère, ou soit la lenteur de la justice. Vous avez parlé de Mélanie Lémé, peut-être pour les auditeurs et les téléspectateurs, Tanguy Hamon, quelle est cette affaire dramatique et surtout l'allègement de la peine, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, l'allègement de la peine. Donc cette policière qui avait été tuée lors d'un refus d'obtempérer. Dans l'Orne, je crois. C'était ça, ouais, exactement. En première instance, il avait reçu 30 ans de réclusion criminelle. Parfait. Et là, la justice a abaissé sa peine en appel à 26 ans de réclusion criminelle. Donc on lui a enlevé 4 ans de prison, sans véritablement qu'on sache pourquoi, puisque les faits sont bel et bien là, et que Mélanie Lémé, elle est morte. Si je peux me permettre, je vais vous donner aussi un exemple à Saint-Malo, un policier qui avait été traîné sur une vingtaine de mètres en 2021. On avait donné seulement 2 ans de prison à l'individu. Le policier était retourné sur le terrain. Il s'était retrouvé à nouveau face à cet individu qui, en plus, se livrait à du trafic de stupéfiants. En l'interpellant, il s'était rendu compte que sur les 2 ans de prison, il n'avait passé que 5 mois en détention. Mais c'est tellement important. Merci Tanguy Hamon d'apporter ces précisions-là, parce qu'on se rend compte de l'impuissance publique, du laxisme judiciaire. C'est pas rien ce que vous êtes en train de nous expliquer. Vous imaginez pour les policiers qui sont sur le terrain, ce policier qui a été percuté une première fois, qui retrouve son bourreau une nouvelle fois sur les routes et qui se rend compte qu'au lieu de faire les 2 ans de prison auquel il était condamné, il n'en fait à peine que 5 mois. Et je m'étonne une nouvelle fois, c'est un sujet qui est ô combien important, d'être peut-être la seule chaîne à 9h ce matin pour ouvrir sur ce policier qui a été grièvement blessé. Stanislas Godon, je me demande encore, mais vraiment régulièrement, je me dis, mais comment vous faites ? Comment vous faites pour tenir ? Qu'est-ce qui vous fait encore tenir sur le terrain ? Vous savez, heureusement que la motivation de mes collègues, elle est encore là, mais elle s'affaiblit.
Vous voyez, déjà dans l'investigation, il y a eu une fuite des savoirs, des officiers de police judiciaire, parce qu'ils n'en peuvent plus, de la procédure trop longue. Ils ont l'impression d'avoir la perte de sens du métier. Et c'est ça le plus terrible. Et puis après, par-dessus ça, vous avez l'ultra-violence. Et vous avez eu raison de dire, parce que nous, ça fait des années qu'on le dit, qu'il est en train de se passer un truc. La bombe à retardement des mineurs, elle est en train de nous péter à la figure. Et on n'est plus dans le tic-tac, croyez-moi. Là, aujourd'hui, tous les chiffres sont au rouge concernant les mineurs auteurs et les mineurs victimes, parce que je les oublie pas, notamment dans le cadre des infractions sexuelles, qui ont d'ailleurs explosé. Et je pense que vous allez évoquer notamment l'histoire de la perpétuité, avec ces positions absolument outrancières qui ont été prises par rapport à cette demande du législateur de la perpétuité réelle. Mais elles ne sont pas outrancières, pardonnez-moi, elles sont en décalage complet, elles sont hors sujet. C'est-à-dire qu'elles sont en décalage complet avec la volonté populaire. C'est ça qui est sidérant. Que les députés, par dogmatisme ou idéologie, soient contre la perpétuité. C'est tout à fait leur droit. Mais ils ont été élus par le peuple, doivent légiférer pour le peuple, et ça, ils ne le respectent pas. Oui, alors, et c'est ça qui est insupportable, Arnaud Bénédicte. Je suis d'accord qu'il y ait des forces à la gauche de la gauche qui, aujourd'hui, essayent de déstabiliser les institutions et déstabiliser la société. On est tous d'accord sur ce plateau pour le dire. Sauf qu'il faut rappeler d'abord deux choses sur le plan historique. C'est pas la première fois que dans l'histoire de l'Assemblée nationale, on a une tension extrême. Il y a d'autres périodes de l'histoire où on a eu parfois des interventions venant de l'extérieur qui ont perturbé le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Des attentats au 19e siècle. On a même eu des attentats au 19e siècle, anarchistes, il faut s'en souvenir. C'est pas du tout pour justifier ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose de fondamentalement, malheureusement, nouveau. Le deuxième aspect, si vous voulez, c'est qu'en effet, vous avez raison de le dire, il y a une opinion publique qui est majoritairement aujourd'hui favorable à des mesures de fermeté en matière de sécurité, et c'est bien normal. Sauf que le problème, c'est qu'un député n'a pas un mandat impératif. Il a un mandat représentatif. C'est comme ça, constitutionnellement, que ça se passe. Ça veut dire qu'il a une liberté de vote et une liberté de vote par rapport à sa propre conscience, ce qui fait qu'à un moment donné, il va voter, en effet, il va voter contre des textes qui sont majoritairement, en effet, plébiscités par l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe, le fonctionnement dans une démocratie représentative. Mais il représente qui à ce moment-là ? Il représente son idée ? Il représente sa doctrine, mais il représente la nation. Je suis d'accord sur le constat de l'opinion, je suis d'accord sur le constat des mesures, qu'il faut prendre. Mais le fonctionnement démocratique fait qu'en effet, on est dans une démocratie représentative et un parlementaire est libre de son vote, même parfois, au-delà des consignes de vote. Je parle sous le contrôle d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de mandat impératif. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a malheureusement des gens qui pensent ça dans la société française. Mais très peu. Oui, François Drugy, pardonnez-moi. Ces élus-là, ils sont issus de cette mouvance radicale, militante. Il y a du militantisme dans des associations, dans les quartiers, mais il y en a dans certains syndicats, y compris parfois dans les institutions, y compris parfois dans la fonction publique. Et donc ces députés, ils portent cette voix, mais heureusement, ils sont minoritaires, il faut tout faire pour qu'ils le restent. Et surtout qu'il y ait des votes à l'Assemblée nationale transpartisans, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, de toute façon, à l'Assemblée nationale, et que les groupes qui peuvent s'entendre sur des mesures de bon sens, comme ça a été le cas la semaine dernière et cette semaine sur la loi Riposte, le fassent. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de mandat impératif, sauf qu'il représente le peuple souverain. Ils ont été élus par le peuple. Pour revenir, et on en parlera en longueur dans quelques instants, sur la perpétuité pour les viols sur les mineurs, les violeurs en série. On ne parle pas d'un viol, on parle de violeurs en série. Pour les violeurs de bébés, c'est la formule d'Éric Coquerel. Les violeurs de bébés. Bon, vous avez 92% des Français, c'est pas 50-50, 92% des Français sondés, c'était un sondage en juin dernier. Et vous avez 84% des sympathisants de gauche qui sont favorables à cette perpétuité. Donc je veux bien qu'il n'ait pas de mandat impératif, le député, mais il y a quand même un sujet sur pourquoi il vote et pour qui il vote. Donc c'est ça qui est intéressant. Ne vous étonnez pas que les Français se détachent de la classe politique, n'aient plus confiance dans les responsables politiques et que le dernier rempart, en quelque sorte, ou le dernier lien qu'il y a entre l'homme politique et ses administrés, c'est entre le maire et ses administrés. Vous voyez le sondage, êtes-vous pour ou contre la perpétuité réelle pour ceux qui ont commis des crimes sur des enfants ? À gauche, c'est 84%. Dans le détail, LFI, les sympathisants LFI, c'est 92%.
Majorité présidentielle 88, à la droite 96 et RN plus Reconquête 96%. Je veux quand même qu'on reste encore quelques minutes sur ce qui s'est passé à Marseille, parce que vous avez parlé du profil des suspects. Le principal, déjà, est-ce qu'on a leur identité, à savoir est-ce que ce sont des personnes qui sont en situation régulière sur notre sol? Ils sont de nationalité française. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi la question de savoir s'ils avaient, par exemple, une obligation de quitter le territoire. Ça rajouterait à la faillite une autre faillite. Mais cet individu, il n'avait plus le droit d'être au volant de sa voiture. C'est ça, il était en défaut de permis de conduire, donc de toute façon, il n'avait pas à être dans sa voiture. Bon. Voiture qui a été repérée, je le rappelle, parce qu'elle n'avait pas de plaque d'immatriculation devant ou derrière. Deuxième chose, parmi les passagers qui étaient présents dans cette voiture, l'un des individus avait une obligation de rester dans le département de la Côte d'Or. Et finalement, on le retrouve à Marseille. Ça n'a strictement rien à voir, on est bien d'accord. Bien sûr, de toute façon, ce sont les peines alternatives qu'on donne. Là, c'est un jeune qui a 16 ans, on nous dit qu'il est sous contrôle judiciaire, donc il va donc être jugé prochainement pour un fait. Et donc, dans l'attente de son jugement, évidemment, comme très souvent, on interdit aux personnes de quitter leur zone de résidence. Il est originaire de la Côte d'Or, on lui a interdit de quitter la Côte d'Or, donc on sait très bien que ce sont des faits qui ne sont absolument jamais respectés. On en a la preuve aujourd'hui. Bon, il doit avoir peu ou prou 600 km entre Dijon et Marseille. Donc, encore une fois, on voit à quel point on est en train de respecter les contrôles judiciaires. Mais qui surveille le contrôle judiciaire d'un mineur de 16 ans ? Eh bien, vous voyez, Stanislas contrairement à ce qu'avait dit le président de la République, c'est une question de moyens aussi. Parce que si on peut être critique vis-à-vis de la justice, on est aussi critique par rapport à sa sous-dotation. 3 procureurs pour 100 000 habitants, on est 4 fois moins que la moyenne européenne. Et puis le contrôle judiciaire, le suivi en fait de tous les dossiers en matière de justice, on est sous-dimensionné. Donc effectivement, il peut pas y avoir de contrôle. Le contrôle judiciaire, il devrait être un contrôle de tous les instants pour éviter justement des nouveaux drames. Et ben tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, notamment des moyens aussi de la justice, je mets de côté le dogme de certains, voilà, ça je le mets de côté. Mais déjà, occupons-nous aussi de ça. Parce que sinon, on va continuer dans cette espèce de spirale où les policiers, il y a des cartons partout la nuit sur le terrain. Et puis, le lendemain, en fait, il se passe pas grand-chose. Et puis après, on recommence. Et puis, c'est la boucle infernale, en fait, des tentatives d'homicide qui grainent notamment notre société. Toutes les rédactions ont en main depuis... à minima 9h17, les informations que nous sommes en train de traiter. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque l'agence France Presse a publié une dépêche à 9h17, refus d'obtempérer à Marseille, un policier blessé, 4 interpellations, avec les détails de ce qu'il s'est passé. Donc c'est à la main de toutes les chaînes d'information et de toutes les rédactions de France et de Navarre, d'accord, qui ont accès à l'agence France Presse, donc les plus importantes, bien sûr. Je ne comprends toujours pas comment se fait-il, mais enfin, quoique j'ai une petite idée, c'est qu'au fond, il faut d'abord que nous le traitions, et puis ensuite, il va y avoir un réveil à retardement. Mais en soi, certains pourraient se dire, un refus d'obtempérer, un policier grièvement blessé, ça devient la routine, c'est routinier, ça devient commun, Joachim. On s'habitue à l'ultra-violence, et non pas la délinquance, mais la criminalité, puisque potentiellement, on avait un policier qui aurait pu mourir après ce drame. Et on pense évidemment à ses collègues, on pense à sa famille ce matin. Joachim. Parce que tous les indicateurs qui permettent de mesurer l'explosion de la violence dans la société sont dans le rouge. Ils n'ont fait que se dégrader depuis 2017. C'est intéressant de noter que Marseille était censée être une des villes laboratoires du macronisme à l'échelle nationale. C'était le Marseille plan. En grand. Marseille en grand, vous vous en souvenez. On voit le résultat 9 ans après. C'est devenu une caisse de résonance par excellence de la décivilisation de la société. Emmanuel Macron n'est évidemment pas le seul responsable. Il y a plein de facteurs, y compris locaux. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne font pas rénover les écoles ou mais personne ne dit le contraire, François Marseille. Non, mais il y a eu un certain nombre d'attentes, de promesses sur Marseille qui n'ont pas été tenues. Et c'est la Cour des comptes d'ailleurs qui l'a dit il y a peu. Il y a eu un renforcement des moyens policiers et judiciaires. Et il ne faut quand même pas que les habitants des villes concernées se retrouvent victimes d'avoir des voyous pareils qui agissent sur leur territoire. Moi, je me souviens, c'était en 2023, j'ai revérifié, peu de temps après l'affaire Naël, comme on l'a appelé, il y a eu dans Paris, et en effet, ça a été assez peu médiatisé, un piéton qui a été percuté par un automobiliste qui était en fuite, qui cherchait à fuir. Il avait été vu par les policiers à Pantin, donc juste à côté de Paris, et il se lance dans une espèce de course-poursuite de fuite des policiers, et c'est un piéton
qui était là et qui n'avait rien demandé d'autre. Non loin de Place de la Concorde, si mes souvenirs sont... Non, sur ce sujet-là, c'était dans l'Est parisien, à la limite entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Et pourquoi je cite ce cas ? Parce que ça montre aussi que ces personnes très violentes et qui utilisent leur voiture, en effet, comme une arme, quasiment, font des victimes aussi par ailleurs, et que les policiers nous protègent de cela. Vous avez sachant que cet homme-là, il a été récidiviste. Alors, j'ai pas vu quel était le suivi judiciaire, mais il était récidiviste, c'est-à-dire qu'il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse, pour conduite sans permis, et il continue à conduire, et il cherche à fuir la police, et il tue quelqu'un sur le passage. Ce qu'il faut noter, puisque vous parlez de l'affaire Naël, après l'actualité dramatique cette nuit à Marseille, vous n'aurez pas des voitures brûlées dans toute la France. Vous n'aurez pas des émeutes. Vous n'aurez pas des Français qui vont tout saccager parce que un policier était cette nuit entre la vie et la mort après avoir été percuté et avoir fait un vol de plus de 20 mètres avec un délinquant qui n'avait rien à faire au volant de cette voiture. Stanislas Godon, un grand merci d'être venu nous voir. Merci. Restez non loin du plateau parce qu'on va reparler des policiers blessés et de la justice, avec là aussi cette histoire absolument dingue, mais ça sera en deuxième partie d'émission, du côté de Villeurbanne. C'est un 14 juillet en plein commissariat. Vous avez un de vos collègues qui a 45 jours d'ITT et l'individu qui a été condamné, il n'a pas fait une minute derrière les barreaux. Pas une minute, puisqu'il a été condamné à de la prison ferme, mais trop légère pour finir en détention provisoire. 45 jours d'ITT, pas une minute derrière les barreaux. 9h27 sur CNews et sur Europe 1, on revient dans un instant.